Mesdames et messieurs, il est vendredi 25 juin, 18h01, c'est William qui vous parle. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Programme évidemment chargé encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le sport ne s'arrête jamais, donc je ne m'arrête jamais. Au programme, évidemment, l'Euro qui nous a réservé pas mal de surprises, pas mal de spectacles pour cette dernière journée des phases de poule et des huitièmes de finale qui s'annoncent alléchants. Vraiment très très propre, très très propre. On va évidemment faire un petit tour des 8 affiches que nous aurons à partir de demain 18h. À faire des pronos, j'attends vos avis, j'attends vos retours. Ça promet du beau spectacle. Et on va parler NBA. Oui, je sais, on en parle à chaque émission. Ah, si vous voulez, j'adore l'NBA, j'adore l'NBA, hein. Je vais pas vous parler hockey sur gazon, j'y connais rien. J'essaie de le perfectionner pour les quelques amoureux de hockey sur gazon, mais c'est pas encore le cas. Euh, on va faire un petit point non seulement sur les finales de conf qui ont commencé, qui perdurent déjà à l'ouest comme à l'est, avec déjà des affiches de fous furieux, un niveau de malade mental. On a eu l'occasion d'en parler lundi. Ça avait commencé avec Phoenix contre les Clippers, et c'était parti sur du très 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 haut niveau. Et en plus des finales de conf, cette semaine, il y a eu un autre événement NBA, la loterie. Alors, c'est pas le bigot, ta salle des fêtes du village. Quoique, quoique, on verra que des fois, des boules de ping-pong, ça peut changer l'histoire. Je vous propose, sans transition, de partir pied au plancher. Fond de 5, on part, on est chaud bouillant. Black Phoenix, il est déjà chaud. Il part déjà en let's go avec 14 hauts. Il est pas venu là pour acheter du terrain, comme aurait dit Vincent Vitoz. On part d'entrée. Euro. L'Euro, on s'était quitté mardi sur les dernières affiches des groupes. Ça a rendu son verdict. L'Espagne s'est enfin, avec la gentillesse d'enfin se réveiller en mettant une petite manita propre et nette à la Slovaquie. Il était temps. Il était temps. Dans le groupe E, la Suède qui a brisé Lewandowski qui portait tout seul la Pologne. On y a cru au miracle du Lewandgoal et un peu short. Un peu short l'ami Robert. Donc la Pologne, petite déception du tournoi, même si je pense que ça n'aurait pas été bien plus loin que les huitièmes au cas où. Content de voir la Suède pour la prestation XXXXXL de Alexander Isak. Emil Forsberg aussi qui n'est pas en reste, le meneur de Rasenballsport Leipzig. Oui, je sais quel est Rasenballsport, juste pour dire que je savais le dire. Euh, on s'était quitté aussi avec les Pays-Bas qui devaient confirmer. Bah, ils l'ont fait, hein, sans forcer. L'Autriche qui a su tirer son épingle du jeu dans le match à 6 points contre l'Ukraine. Intéressant, ça va être intéressant de voir les Autrichiens à ce niveau-là. L'Ukraine qui du coup est passé un petit peu à l'arrache, on aura l'occasion d'en reparler. Dans le groupe D, ça a été presque intéressant de voir les Anglais à ce niveau-là. Enfin du temps de jeu pour Jack Grealish. Il était temps. Il était temps. L'animation anglaise a montré un petit peu de mieux sur cette dernière journée contre les Tchèques. La Croatie a assuré l'essentiel, ils ont assuré leur deuxième place comme on s'y attendait. Et dans le groupe des Français, alors là, on a fini en apothéose mercredi soir. Du scénario Hitchcockien, du suspense. On a failli voir les Hongrois sortir du groupe de la peur, on ne sait pas trop comment. Ils ont fait une petite frayeur. Ils ont fait clairement une belle petite frayeur. Ça a été intéressant de les voir jouer. C'était pas le jeu le plus spectaculaire de l'histoire, mais ils sont arrachés pour tenter quelque chose. Et franchement, respect à eux, parce qu'ils se sont donné les moyens de faire peur à tout le monde. Les trois matchs qu'ils ont joués contre les trois ogres qui étaient la France, l'Allemagne et le Portugal, les trois matchs, ils ont fait une petite frayeur à tout le monde. Et rien que pour ça, respect ultime aux Hongrois. Surtout qu'ils étaient privés, je le rappelle, de leur meilleur joueur, Dominique Soboslai. L'Allemagne qui s'est fait peur, L'Allemagne qui a été plus à l'aise contre le Portugal que contre la Hongrie, assez paradoxalement. Un peu comme la France qui a été plus à l'aise contre le Portugal que contre la Hongrie aussi. Et après, on a eu un
France-Portugal en même temps, on s'est fait peur. On s'est fait clairement peur. Ça n'a pas été le match le plus simple. Penalty, pas toujours évident. Il y a eu pas mal de contestations. J'ai vu des deux côtés, que ce soit portugais ou français, on a remis en cause la légitimité de l'arbitre. Sur le péno portugais, j'adore Hugo Lloris, hein, mais quand tu lâches une droite façon Mayweather, si tu veux jouer la balle, tu te loupes quand même. Donc ça reste dommageable. Et pour les pénaltys portugais, bon, pour les pénaltys, les fautes portugaises, c'est léger, mais ça se siffle carrément. Salut ILDX, plaisir, content de te voir vu. Voilà, donc des affiches de groupe qui ont laissé un petit peu qui n'ont pas forcément laissé trop de surprises, qui ont laissé part au beau jeu. Et des huitièmes de finale, les amis. On va se les pronostiquer ensemble si vous êtes chaud. Je vais garder le match de la France et les deux affiches les plus serrées pour moi pour la fin. On va remonter un peu le suspense, hein, tu connais, hein. On va commencer avec le Croatie-Espagne. Bon, l'Espagne qui semble avoir trouvé comment jouer aussi bien dans les 30 derniers mètres que sur le reste du terrain. Les deux premiers matchs, il y a eu un côté vraiment intéressant. J'avais aimé l'animation offensive espagnole, même si sur les 30 derniers mètres, ça peinait. Là, contre la Slovaquie, ça a montré des belles choses. Alors évidemment, l'opposition croate sera pas au même niveau, bien que la défense croate ne soit pas non plus fornox, mais c'est jamais. Malgré tout, je crois en la Roja. Je pense qu'ils ont trouvé un truc intéressant. J'ai adoré l'apport de Pablo Sarabia sur le dernier match de poule. Ceux qui me connaissent, je crois que je suis le seul mec au monde qui s'est fait floquer un maillot de Sarabia quand il a signé au PSG. Ouais, tu fais un maillot du PSG, tu as le choix entre Mbappé, Neymar, Di Maria, tu prends Sarabia. T'aimes le beau jeu, t'aimes le risque. On risque surtout de faire floquer un joueur qui part au bout d'une saison, mais bon, il reste pour l'instant. Donc je vais croire à la victoire de l'Espagne. Je suis assez chaud pour voir l'Espagne avancer au moins d'un tour dans le tournoi. Belgique-Portugal, vous l'aurez compris, je le garde un peu sous le coude parce que Metavik, on n'est pas à l'abri de pas être d'accord entre vous et moi. Je sais que c'est très partagé. Italie-Autriche, en vrai, l'Autriche a montré des trucs intéressants, mais l'Italie est monstrueuse depuis le début du tournoi, même si il y a eu des critiques contre nos amis italiens pour dire ouais, mais en face, c'est des équipes qui sont pas folles, c'est la Suisse, la Turquie, le Pays de Galles. Ils ont été sérieux, ils ont été appliqués. Je pense que l'Italie se loupera pas là-dessus. J'ose espérer que l'Italie se loupera pas là-dessus, surtout. Je les vois passer en quart, je les avais annoncés en quart dès le début. Je crois à l'Italie au moins en quart de finale. Après, Belgique ou Portugal en face, on verra après. Suède-Ukraine, bon, c'est pas l'affiche la plus palpitante, hein, on va pas se mentir. Le duel des équipes qui jouent en jaune. Pour le petit coup de cœur de la Suède qui a montré presque des choses intéressantes contre la Pologne, j'ai envie de croire en la Suède, un pays que j'ai toujours apprécié à pas mal de niveaux. Donc je mets une petite piécette sur la Suède. Je pense pas que ce sera le match le plus palpitant du week-end, enfin du moins des huit matchs. Mais sait-on jamais, on peut être agréablement surpris. Angleterre-Allemagne, je le garde pour la fin. Pays-Bas, République tchèque. Bah, les Pays-Bas m'ont énormément séduit depuis le début du tournoi. Je veux les voir aller loin. Je veux voir Wijnaldum et De Jong briller au milieu de terrain. Je veux que ça continue, ça continuera, je pense. Le Danemark, vu le dernier match, ils sont en fusion. Ils sont clairement sur un autre niveau. En vrai, on y croit, non? On y croit aux Danois qui passent l'obstacle gallois, juste pour la belle histoire, pour le beau jeu. Le beau jeu, on y croit. Bien sûr qu'on y croit. Le Danemark. Pays-Bas-Danemark, en vrai, ce sera un match assez intéressant en quart. On n'y est pas encore, je peux totalement me planter, mais Pays-Bas-Danemark, je signe pour regarder ce match. Clairement. Clairement, je suis chaud.
On va revenir sur le haut du tableau, le match de la France. C'est pas tout. L'horizon n'est pas aussi bleu que le maillot français pour l'instant. Il y a pas mal de doutes sur des blessures, pas mal de doutes sur l'état de santé, sur les ailes, sur l'aile gauche surtout, que ce soit Hernandez ou Lucadine. On s'est retrouvé avec Rabiot, arrière gauche, qui a plus que fait le taf contre le Portugal. Malgré tout, la Suisse, bien qu'intéressante, n'a pas forcément convaincu. Je veux croire quand même à la qualif française, sans faire un excès d'arrogance et dire que ce sera un match facile. On sait que les Suisses, c'est jamais un régal à jouer. C'est souvent des matchs assez fermes, et je pense pas qu'on va danser le jerk pour faire des références aux années 80 sur ce match. Et juste pour refaire un France-Espagne. On veut un France-Espagne en compétition. À l'Euro 2000, ça nous avait souri en quart. On veut ce France-Espagne. Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2006. On l'avait aimé ce France-Espagne. Je reveux un France-Espagne en quart. Bien sûr que je reviens en France-Espagne. On l'aura. On l'aura ce France-Espagne. J'espère. J'espère. On arrive maintenant aux deux chocs les plus épineux, les plus durs à prédire, les plus chiants. Belgique-Portugal. Et permettez-moi de vous le dire, il n'y a aucune des deux équipes qui m'a vraiment convaincu à 100% sur les trois matchs. Le Portugal, je les ai trouvés intéressants contre la France. Il y a eu des choses intéressantes. Je ne vais pas redire ce que tous les réseaux et tous les commentateurs ont dit, mais l'apport d'un joueur comme Renato Sanchez, c'est juste monstrueux quand on sait que ce joueur était annoncé quasiment disparu de la circulation il y a 2-3 ans. Quel plaisir de le revoir. Respect encore une fois à Christophe Galtier pour l'avoir remis sur le haut du panier. En face, la Belgique qui montre un visage avec et sans Kevin De Bruyne. Malgré tout, je pense, et je vais peut-être me planter, mais j'aimerais bien une petite victoire belge. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans le chat, je ne sais pas si vous êtes plus Team Portugal ou Team Belgique. Je suis assez chaud pour voir la Belgique passer. On a eu l'occasion d'en parler quand on avait fait la prépa de l'Euro. On a envie de croire au fait que ce soit l'année de la Belgique. Alors, pour les supporters français, on est moins chaud. Bonsoir Nabilon. Bonsoir Wayne. Bonsoir tout le monde dans le chat. Je fais un petit coucou à tout le monde parce que sinon après, je passe pour un vilain monsieur. Euh, je veux croire à la Belgique plutôt que le Portugal. Le Portugal me laisse vraiment sur ma faim, m'a vraiment déçu contre l'Allemagne, qui pourtant n'a pas fait un début de tournoi monstrueux et rocambolesque. Franchement, Belgique, je pense que s'il s'applique, s'il n'y a pas de trou d'air, même si la défense centrale belge, pour reprendre encore une fois les termes de Castro, avoir des pistons latéraux offensifs aussi hauts avec une défense en déambulateur, c'est compliqué. Je veux croire, malgré tout, que la Belgique essaiera de s'ajuster pour contenir les attaques portugaises. Et franchement, si De Bruyne est en bonne santé sur ce week-end de finale, si Lukaku est chaud, peut-être même avec un hasard en confiance, ça peut être un peu plus intéressant. Vraiment, je veux croire à cette équipe, je veux croire à la Belgique au moins jusqu'en quart. Et la perspective d'un Belgique-Italie me chauffe plus qu'un Portugal-Italie perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, le Belgique-Italie, je suis assez client. Et on arrive sur le dernier match. J'y ai pensé toute la journée, je vais pas vous mentir. Toute la journée, j'ai réfléchi à ce que ça pourrait donner, ce Angleterre-Allemagne. J'ai essayé de me faire tous les scénars dans ma tête, de me dire, ouais, mais les forces, les faiblesses. Sur l'état de forme, je dirais l'Allemagne, qui m'a semblé plus convaincante que l'Angleterre. Mais l'Angleterre, sur le dernier match, j'ai cru voir du mieux et je me dis que ce mieux peut être exploité par rapport à l'Allemagne. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là sur le live de prépa de l'Euro, j'avais mis l'Allemagne en finale. Je m'étais chauffé. Euh, je vais, je vais continuer dans ma logique. Je vais dire l'Allemagne. Sans grande conviction. Je pense que ce sera un match un peu plus serré. Euh, je pense, je pense vraiment que l'Allemagne peut faire un truc
peut faire un truc sur ce match. Ils ont montré des belles choses contre le Portugal. Donc peut-être qu'ils sont plus à l'aise contre les grosses équipes. On l'a vu sur le bloc bas, que ce soit la Hongrie ou la France qui a bétonné un petit peu sur le premier match. Ça peut être intéressant. Alors, je vois dans les commentaires, c'est pas d'accord. On a Nabilon qui part sur un FC Angleterre. Toi, t'es un puriste, gros, je te connais. Tu vis du pas en première ligue. Euh, D'ailleurs, en parlant de première ligue, je finis juste avec le commentaire de Black Phoenix. Après, on en reparle parce qu'il y a une dinguerie d'un pseudo-journaliste. Ça m'a rendu fou. Et le fail de l'Angleterre pour Black Phoenix. Donc, toi, je suppose que tu vois plus l'Allemagne, gros. Comme quoi, voilà, vous êtes pas forcément d'accord. Je reviens juste sur un tweet fait par Grégory Schneider, journaliste à Libération, l'équipe, qui a osé dire, en parlant de l'Angleterre, alors qu'il fait pas son meilleur football, on va pas se mentir, journaliste à l'équipe quand même, qui est payé pour commenter du foot, qui a osé dire que l'équipe anglaise était terriblement surcotée parce que de toute façon la première, ils sont juste portés par des joueurs étrangers en première ligue, c'est ce qui fait que la première ligue est tellement forte, mais qu'en gros si la première ligue est balèze, c'est juste parce qu'il y a des étrangers et que les Anglais sont juste des bourrins, pour reprendre le terme exact. Alors, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des amoureux du beau jeu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Vraiment, est-ce qu'on part sur le principe que des joueurs comme Jack Grealish, Harry Kane, Mason Mount, Phil Foden, Marcus Rashford, Calvert-Lewin sont juste des bourrins? Est-ce qu'on part sur le principe que c'est vraiment... Je sais pas, moi ça m'a révolté, j'ai vu ça sur Twitter. Je suis pas le seul à m'être offusqué de cette sortie d'un journaliste que je qualifiais déjà de douteux. Et en vrai, enfin, je trouve que c'est vraiment une sortie de clown, c'est vraiment une course au buzz. C'est dommage. Alors vous allez me dire, je tombe dans le panneau parce que j'en parle, du coup, je contribue aussi à faire vivre à mon modeste niveau ce buzz. Mais je trouve ça terrible qu'on donne la parole à des gens comme ça qui commentent le foot sur des critères aussi basiques, en se permettant des raccourcis aussi douteux. Voilà. Dites-moi si vous êtes chaud, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, Black Phoenix, Black Phoenix, le troll complet, hein. Ce sont des belles cartes, à part Kane, ouais, pas assez de vitesse, Kane, il court pas assez vite. Si, t'as sa carte Halloween Christmas Boost Team of the Year qui a 99 de vitesse. Comme la carte Dilton qui d'habitude en a 25. Mais voilà, voilà, je trouve ça honteux qu'on accorde du crédit à des journalistes comme ça qui font des courses au buzz juste pour se faire mousser et pour faire parler d'eux avec des commentaires aussi primaires et aussi peu judicieux. Ouais, c'est comme sur Benzema, ça fait vendre du papier. Ouais, voilà. C'est un peu ce que je reprochais, c'est un peu ce que je reproche, et qu'il y a beaucoup de réseaux à l'heure actuelle où, que ce soit sur le foot ou d'autres sports, hein, mais plus le foot parce qu'on est plus à ce niveau-là, à l'échelle occidentale. Je trouve ça dommage qu'on fasse vraiment une course au buzz en permanence, quitte à dire de la merde, pardon pour l'expression, quitte à dire de la merde pour faire vendre du papier plutôt que sans faire des analyses tactiques, sans faire des analyses poussées, et juste faire de l'analyse factuelle et du commentaire avec un peu de sens. Mais bon, parce que oui, ces gens-là ont des postes que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir ailleurs si jamais on avait notre chance. On pourrait pas faire pire. Bon, les huitièmes de finale c'est fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça sera à partir de demain 18h. Ça joue 18h, 21h, de lundi à mardi, de samedi à mardi. Vous aurez 8 matchs, 8 beaux matchs, je pense. Petite pastille quand même sur le sujet d'Ukraine que je pense moins foufou, mais j'espère me planter. De vous à moi, j'espère me planter. J'ai vraiment hâte de voir ce Belgique-Portugal et cette Angleterre-Allemagne qui peuvent valoir leur petit pesant de cacahuètes. Là, l'Euro c'est fait. Petit détour maintenant sur le basket, autre sport majeur de cette chaîne Twitch, avec un petit point playoff. Les finales de conf qui ont commencé à grands pas. Le duel Clippers, Los Angeles Clippers Phoenix Suns qui a avancé déjà 3 matchs. Les Clippers qui ont redressé un petit peu le tir. Peut-être l'année ou jamais pour sortir et quitter un peu cette image de franchise de la loose qui traîne depuis maintenant plus de 50 ans. Compliqué pour les Clippers, hein. Ils ont déjà battu leur record là, en allant en finale de conférence. Dites-vous, en 50 ans, ils n'ont jamais fait une aussi bonne saison que cette année.
D'habitude, ça craque même pas le top 4. Là, c'est top 4 cette année, quoi qu'il arrive, c'est déjà une belle saison pour les Clippers. Peut-être mieux qui sait. Les Suns qui continuent de surprendre, on l'a dit, hein, une gestion vraiment assez ouf des Suns qui ont su entourer leurs jeunes prodiges avec un meneur comme Chris Paul. Je veux dire sur Chris Paul que personne ne sait si ce n'est que c'est un des 10 meilleurs joueurs à son poste all-time. Vraiment un grand monsieur du basket. Et en face à l'Est, bon, bah, c'est juste de commencer, il y a juste eu un match. Trae Young, le meneur d'Atlanta, qui a fait une misère à Milwaukee. Milwaukee, dont vous avez le petit suite derrière moi. Milwaukee qui était peut-être favori dans cette série, qui doit devoir faire vraiment attention à pas se griller. Ça peut être une vraie belle série. Il reste encore du temps quoi qu'il arrive. Euh, Black Phoenix qui voit les Bucks passer en 6 matchs, 4-2. C'est pas fait encore. C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Ça reste à voir, mais quoi qu'il arrive, comme tu dis, ouais, quelle saison d'Atlanta, que ce soit Atlanta ou Phoenix, perso, je les voyais pas du tout à ce niveau-là. Les Clippers et Milwaukee, avec leur effectif de stars, on les voyait plus facilement atteindre les finales de conf, mais que ce soit les Suns ou les Hawks, quelle véritable saison, quel modèle de gestion, une confiance envers leurs jeunes joueurs qui leur est rendu au centuple. Vraiment une saison un peu plus maîtrisée et un peu plus grandiloquente de ces deux équipes. Vraiment, pour l'instant, des finales de conférence qui tiennent leurs promesses. Alors, vous savez, on est en fin de semaine, il y aura une petite histoire. La semaine dernière, c'était l'histoire de Richard Norris Williams, rescapé du Titanic, qui a gagné l'US Open. Pour ceux qui l'ont pas vu, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, c'est une belle petite histoire. Et pour ceux qui ont compris maintenant, toutes les fins de semaine, on fera toujours une petite histoire, une petite parenthèse dans le temps. Mais avant d'attaquer cette petite parenthèse, je voudrais juste faire une petite mention parce que c'est tombé cette nuit. J'ai mis le chandail, comme disent nos amis québécois derrière moi. Voilà, petit coup de cœur parce que pour ceux qui le savent, je suis un bon petit client fan de hockey. J'aime bien l'équipe de Montréal, les Canadiens. Ils sont qualifiés pour la Stanley Cup, donc qui est l'équivalent de la finale de la saison en NHL. On les voyait pas forcément à ce niveau-là, donc je suis très content de voir les Habs en finale. J'espère que ça pourra aller au bout. Et maintenant, on va parler de la loterie. La loterie, c'était l'autre événement majeur de la semaine en NBA. La loterie, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble, comme je disais dans l'intro, ça ressemble à la session de bingo à la salle des fêtes de ton village pour gagner un magnifique panier garni ou alors, si t'es chanceux, l'intégrale de Joséphine Ange Gardien, ou pas. Ou alors un magnifique voyage dans un village, dans un center park au centre de la France. La NBA Lottery, ou la loterie NBA en français, c'est simple, ça permet aux équipes qui ont fait une saison pas ouf, de s'accorder une seconde chance à la draft. Je m'explique. En NBA, vous avez 30 équipes. Là, ça va. 15 à l'ouest du pays, 15 à l'est. Vous me suivez? Bon. Dans ces 30 équipes, il y en a 16 qui se sont qualifiées pour les playoffs. Vous les avez à l'écran. Vous voyez, vous avez sur la gauche de votre écran la conférence ouest, à droite la conférence est. Ces équipes-là ne sont pas concernées par la loterie. J'insiste bien sur le pas. On considère qu'ils ont fait une bonne saison, donc la draft qui va leur permettre de rebondir et de remodeler un peu leur franchise, ils ne sont pas prioritaires. Il reste donc 14 équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Et ces 14 équipes-là sont prioritaires, je dirais, pour avoir des meilleurs choix de draft. Donc la draft, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est juste le droit de choisir des joueurs qui sortent de l'université ou qui viennent de l'étranger en priorité. C'est-à-dire, moins vous faites une bonne saison, plus vous pouvez choisir un meilleur joueur qui sort de l'université pour vous reconstruire et vous aider à redresser un peu la pente. Voilà, j'espère être relativement clair dans mon explication. Et donc, pour maintenir une petite dose de suspense, on sait que les Américains sont assez friands sur la notion de tout le monde a le droit à une chance, entre guillemets. Il y a ce système de loterie. Alors la loterie, c'est exactement comme le bingo de la salle des fêtes. T'as une petite machine que tu fais tourner les boules, là. Tu remarqueras la qualité du mime.
Et tu as une combinaison de 4 chiffres qui sort. Chaque équipe a des combinaisons différentes. Et ça permet de savoir qui sera premier, qui choisira en premier, qui choisira en deuxième, qui choisira en troisième, qui choisira en quatrième. Et c'est un peu comme quand tu vas chercher la bouffe au self au lycée. Plus tôt tu arrives, plus tu as de choix. Donc si on prend la draft de cette année, on voit un petit peu, alors c'est classé selon les bilans de chaque équipe. Vous voyez par exemple Houston qui a fait une saison dégueulasse, 17 victoires, 55 défaites. Ils avaient 140 chances sur 1001, comme 1001 pattes. Voilà, ils avaient 140 chances d'avoir le premier choix de draft. Pareil pour Détroit, pareil pour Orlando, et vous voyez après c'est dégressif. Par exemple, Golden State qui a fait une bonne saison sans se qualifier en playoff, ils avaient 0,5% de chance d'avoir leur premier choix de draft. Alors que par exemple, une équipe comme Chicago, il y a de cela 13 ans, ils avaient réussi à aller chercher le premier tour de draft avec seulement 4,5%, pour donner le niveau du coup de chance. Alors après, il y a des rumeurs comme quoi ce serait plus ou moins magouillé, comme quoi ce serait plus ou moins arrangé. C'est vrai que la NBA est parfois friande de belles histoires, quitte à se corrompre un petit peu. On n'est pas là. Donc pour la petite info, c'est Détroit qui a remporté la timbale, qui a réussi à aller chercher le premier choix de draft, qui se penchera vraisemblablement sur un jeune meneur qui nous vient de l'université d'Oklahoma State, qui s'appelle Cade Cunningham, qui est très impressionnant, très intéressant dans son approche, et qui, on va pas se mentir, pour une franchise comme Détroit, qui est en grande difficulté depuis de nombreuses années maintenant, c'est un grand bol d'air frais et il est attendu comme le Messi. On va pas se mentir. Mais la NBA loterie, ça n'a pas toujours été comme ça n'a pas toujours été une question de petites boules de ping-pong qui roulent dans une machine et qui donnent le code magique. On va revenir, il y a de ça là quelques longues décennies maintenant, il y a 5 décennies en arrière. On va revenir en 1969 sur un pile ou face qui a été monstrueux, qui a déterminé beaucoup de choses. Et pour cela, on va même remonter une année avant. En 1968, on n'était pas encore dans le mouvement Flower Power. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, aucun homme n'avait encore marché sur la Lune. La NBA décide d'ajouter plusieurs équipes pour diversifier un petit peu les concurrences, permettre aussi à plus de joueurs de rentrer dans la grande ligue. Et il y a 2 équipes qui sont créées. Alors ça tombe bien parce qu'en plus elles sont encore dans les playoffs, donc ça permet d'en parler un petit peu. On a d'un côté les Phoenix Suns et de l'autre côté les Milwaukee Bucks. Ces 2 équipes-là rentrent en NBA, font leur premier effectif et font une première saison très compliquée puisqu'elles finissent toutes les deux dernières de leur conférence, donc Phoenix à l'ouest du pays, puisque c'est dans l'Arizona, et Milwaukee dernière de sa conférence, donc à la conférence Est. Et à l'époque, il n'y a pas de système il n'y a pas de système de boule, il n'y a pas de système sur ce fonctionnement-là. Les 2 équipes décident de le jouer les 2 équipes décident. Non, c'est le règlement qu'ils voulaient, mais ça s'est goupillé comme ça. Pour déterminer qui choisirait en premier, ça se joue au jeu le plus injuste qu'il y ait, puisque là on est sur du 100% de chance, et du 50-50, 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre. On parle ici du pile ou face. Ouais, la carrière d'un joueur ou la destinée d'une équipe se joue clairement au pile ou face. Donc, 2 équipes qui sont jeunes, qui cherchent, évidemment parce qu'elles n'ont qu'une saison d'existence à ce moment-là, qui cherchent à se lancer un petit peu, à créer leur dynastie, à créer leur histoire, qui remettent leur destin clairement sur juste un pile ou face. Et fait du hasard à cette époque-là, il y a un joueur qui joue encore à l'université qui crève l'écran. Mais quand je vous dis qu'il crève l'écran, euh, tous les matchs auxquels il participe font celle comble. Il joue du côté de la Californie puisqu'il joue dans la prestigieuse université de UCLA, donc University of California Los Angeles, qui est à l'époque une des plus grandes universités et qui l'est encore plus du fait de sa présence. C'est un pivot immense, quasiment inarrêtable pour certains, puisque c'est simple, il culmine à plus de 2,20 m,
Il dunk avec une facilité déconcertante qui fait que la NCAA, donc la fédération universitaire américaine, qui régit tous les sports, que ce soit le basket, foot américain, baseball et tout, décide d'interdire tous les dunks. Tellement c'est une arme indéfendable, parce qu'une fois qu'il a le ballon, il n'a plus qu'à dunker tellement il est grand et personne ne peut défendre sur lui. Afin de préserver une certaine équité, on décide que les joueurs n'ont plus le droit de dunker, surtout lui. Je vous parle de ça, la décision est prise en 1966. Cette interdiction durera pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, ils diront bon, bah, c'est bon, l'autre il est plus là, on peut redunker. Ok, bon, bah, allez-y. Mais pendant 10 ans, ce joueur a changé les règles du sport. Déjà pour vous situer le niveau du type. Ce joueur est attendu comme un Messi, et ce joueur s'appelle Lew Alcindor. Alors vous allez me dire, Lew Alcindor, bah, jamais entendu parler, c'est pas Michael Jordan, c'est pas Magic Johnson, c'est pas Kamal Abdul-Jabbar. Eh ben si, c'est Lew Alcindor en 1971 fera changer son nom pour des convictions religieuses et deviendra Karim Abdul-Jabbar. Voilà, 2,18 m, 102 kg. Juste à titre d'info, au moment où il a pris sa retraite, et il n'a pas été battu depuis, il a pris sa retraite en 1989, au bout de 20 ans de carrière, pour vous dire la longévité du mec, au bout de 20 ans de carrière, il était juste le joueur qui a le plus marqué de points dans l'histoire de la NBA. Il a marqué 38 387 points. Je ne sais pas si vous vous rendez. Voilà, c'est facile à dire, mais c'est un record juste monstrueux. Vraiment juste monstrueux. Euh, Au moment de sa retraite, vous voyez, euh, il reste le joueur qui a joué le plus de matchs, 1560 matchs joués en NBA, sachant qu'une saison régulière, donc sans parler des playoffs, mais juste une saison, c'est 82 matchs. Faites le calcul, il n'en a pas loupé beaucoup le garçon. Plus de 57 minutes jouées, plus de 15 800 paniers marqués, 3200 shoots adverses contrés, il a des records de rebonds, c'est lui qui avait gagné le plus de matchs. Et vous voyez, je reprends l'article, je me permets de reprendre l'article de Wikipédia qui pour le coup est vrai, même si des fois on remet en cause la légitimité de Wikipédia. À l'heure où on parle, c'est encore lui qui a marqué le plus de points en NBA, c'est-à-dire que même des monstres comme Michael Jordan, comme Kobe, comme LeBron James, bien qu'il n'ait pas encore fini sa carrière, tous ces joueurs-là sont derrière Karim Abdul-Jabbar. Pour vous dire le niveau du joueur, pour vous dire à quel point c'est un joueur monstrueux qui a impacté à plus d'un titre la carrière et la vocation de pas mal de joueurs, puisqu'il a inventé un style de jeu très particulier. Il faut savoir que quand il a été interdit de dunker, manque de peau, c'est arrivé, il lui a fallu trouver une solution. Et à 2,20 m, c'est pas facile de trouver une solution parce qu'à l'époque, c'était les pivots qui faisaient 2,20 m n'étaient pas des joueurs avec une véritable mobilité, avec une véritable aisance sur les déplacements. Du coup, il a inventé un shoot à lui, qu'il a appelé le skyhook, donc le crochet du ciel, si on traduit en français. Alors, je ne saurais pas vous le mimer parce que mes talents de basketteur s'arrêtent à Touquet, mais c'est un shoot du, qui part du bras, qui part de derrière, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et qui fait une sorte de cloche. Alors, le mouvement est dégueulasse, hein, il le fait bien mieux que moi, mais en fait, c'est un shoot qui part tellement en hauteur qu'il est quasiment incontrable par un défenseur. Et c'est du coup devenu une arme, je dirais presque, indéfendable, encore plus que ses dunks à l'époque. Et en plus, quand il arrive en NBA, il avait le droit de dunker, donc il te faisait l'intégrale, il faisait tout ce qui était possible sur un terrain. Et ça a inauguré, entre guillemets, une espèce de pivot extrêmement élégant à avoir joué, extrêmement racé et profondément indéfendable. Quand tu finis meilleur scoreur all-time, on va pas se mentir, on est sur du très 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 haut niveau. Donc à la draft de 1969, pour en revenir à nos moutons, Milwaukee et Phoenix sont en effervescence pour choisir qui aura la chance de recruter le prodige, qui aura la chance dès sa deuxième saison d'existence, de s'octroyer quasiment un chemin tout droit vers la gloire. Du côté de Phoenix, on tente une technique particulière. Le manager de l'époque, qui s'appelle Jerry Colangelo,
décide tout simplement de faire participer les fans à cette décision épineuse du pile ou face en faisant une sorte de sondage dans un journal local en disant bah écoutez voilà, on sera unis au moins dans la victoire comme dans la défaite, si possible dans la victoire. Allez-y les gars, décidez qu'est-ce qu'on prend, hein, pile ou face. C'est face qui est choisi. Bon, ah, t'avais une chance sur deux, hein. C'était pile. La bonne réponse était pile. Clairement, c'était pile. Du coup, Milwaukee est en ébullition. Milwaukee jubile, puisque l'élu arrive du côté du Wisconsin. Et on va avoir Karim Abdul-Jabbar qui va s'associer avec un autre joueur de très très grand talent. Il s'appelle, c'est ce monsieur-là, il s'appelle Oscar Robertson. Et ensemble, ils vont mener, alors pas la première saison, mais à partir de 1970, ils vont mener un duo incroyable. Et Milwaukee ira chercher son premier titre au bout de 3 ans. La saison 1970-71, ils sont champions. Dès le début. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de suspense. Les mecs ont été chercher le titre d'entrée. Et en face, du côté de Phoenix, un long, 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 long chemin de croix a commencé. Eux, en deuxième, ils choisissent un autre joueur, Neil Walk, pivot de son état, voilà, qu'on peut voir ici, Neil Eugene Walk. Vous avez sûrement jamais entendu son nom, je vais pas vous mentir, pourtant je m'y connais un petit peu en basket, j'avais jamais entendu son nom, et du coup c'est un peu compliqué. Et il a fait une carrière malheureusement presque anonyme. Il a fait 8 saisons en NBA, et en 1977 il a quitté les parquets de la Grande Ligue, alors que Karim Abdul-Jabbar, regardez si on prend... Alors ça, vous voyez, c'est la liste de ses trophées. On pourrait les faire, hein, 6 fois champion NBA, notamment du côté des Lakers de Los Angeles, qui, je vous le rappelle, est la meilleure franchise de l'histoire, de manière totalement objective. 2 fois MVP des finales, 6 fois MVP de saison régulière, 19 fois All-Star. Donc le All-Star, qu'est-ce que c'est? C'est tous les ans, au mois de février, on prend les 30 meilleurs joueurs, les 15 meilleurs joueurs à l'Est, les 15 meilleurs joueurs à l'Ouest, et tout le monde se fait un match entre stars. Et c'est une sorte d'accomplissement ultime, entre guillemets, pour un basketteur. Quand on vous met au All-Star Game, c'est que vous faites partie des très très grands. Je ne vais pas faire la liste de tous les trophées, si ce n'est qu'on peut dire qu'il a été, à la très grande surprise, rookie de l'année, donc meilleur débutant quand il est arrivé. En même temps, il a tout détruit sur son passage, donc il fallait bien lui donner ce titre-là. En plus d'une carrière de basketteur juste incroyable, alors Nabilon me fait une transition parfaite. Si vous avez vu des très grands films de cinéma comme Le Jeu de la mort, c'est ce monsieur-là. Allez, alors je vais essayer de... Je sais pas si... Voilà, je vais l'enregistrer pour plus tard. Ouais. C'est pour ceux qui ont vu Le Jeu de la mort avec Bruce Lee, évidemment, film de 1978, film iconique de la grande carrière de Bruce Lee. Film, alors, je sais que Nabilon est bien plus calé que moi sur la carrière de Bruce Lee, je sais que c'est un grand fan. Si je dis pas de conneries, il y a un système de tours, entre guillemets, un peu à la Mortal Kombat, où il gravit les étages, et dans un des étages, il y a ce combat légendaire contre Karim Abdul-Jabbar, où il y a notamment la trace du pied de Karim Abdul-Jabbar, si je dis pas de conneries, sur le torse de Bruce Lee. Voilà, c'est juste le boss final. Voilà, c'est ça. Je savais que je pouvais compter sur toi, gros. C'est juste, voilà, c'est une séquence iconique, iconique du cinéma. Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que Bruce Lee est la seule personne à avoir mis à terre Chuck Norris. Ceux qui sont assez vieux comme moi et qui se souviennent de l'époque des Chuck Norris Fact, où on faisait faire tout et n'importe quoi à Chuck Norris, sachez que j'allais dire ce grand petit monsieur qui est Bruce Lee a mis à terre Chuck Norris dans une scène légendaire. Alors, je sais plus le film, je crois pas que ce soit le jeu de la mort, mais je sais plus, j'ai plus le nom du film. Je suis désolé. Nabilon, si tu es là, je suis preneur parce que j'ai le nom qui m'échappe. Et il a fait un autre film aussi dans lequel il est connu d'une certaine manière. Alors en France, c'était un film qui s'appelait Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Voilà, ce rôle-là, où il joue le rôle d'un assistant commandant de bord. Il y a un petit garçon qui arrive et qui dit: Ah, mais je vous reconnais, vous êtes Karim Abdul-Jabbar. Et lui dit: Bah non, je suis juste comme un assistant commandant de bord, mais bon, à chaque fois, on me fait un merde avec ça. Voilà. La fureur de vaincre, merci, merci gros. J'avais la scène dans le Colisée à Rome, mais j'avais plus le nom du film. Merci à toi. J'espère que ta session se passe bien d'ailleurs. Et Black Phoenix, il s'est fait fumer par la mafia chinoise. Attention, donc pas de respect, pas de respect aux légendes. Donc, tout ça pour en revenir à Karim Abdul-Jabbar, sa carrière aurait-elle été la même s'il avait signé à Phoenix? On le saura vraisemblablement jamais. Nul doute il aurait fait une grande carrière quoi qu'il arrive. Et je sais que c'est une true story, mais euh, je sais malheureusement c'est une true story, la mort de Bruce Lee. Karim Abdul-Jabbar, en tout cas, aura sûrement une des plus grandes carrières de l'histoire, sans aucun doute, considéré par beaucoup comme le meilleur pivot de l'histoire. Il y en a qui préféreront un mec comme Shaquille O'Neal, d'autres qui préféreront, je sais pas, Hakeem Olajuwon ou Joachim Noah. Non, c'était gratuit le tacle sur Joachim. Voilà, pour moi, Karim Abdul-Jabbar est le plus grand pivot de l'histoire. Monstre sacré du jeu. Il a formé un duo incroyable avec Oscar Robertson, qu'on a vu brièvement tout à l'heure. Je remettre Oscar Robertson parce que c'est un joueur qu'on oublie souvent dans l'histoire parce que bah, une de lointaine époque. Il faut savoir que Oscar Robertson, il a été le seul joueur pendant très très longtemps à faire une saison complète en triple-double, c'est-à-dire plus de 10 points, 10 passes et 10 rebonds par match en moyenne. Il a été égalé et dépassé par le meneur actuel de Washington, Russell Westbrook, qui fait du triple-double son exercice de prédilection. Et Oscar Robertson, pareil, une légende oubliée du basket américain. Et on ne peut que lui rendre hommage à cette manière-là. Je voulais juste faire un petit crochet pour la déconne, parce que pour moi, ces deux équipes dont on parle aujourd'hui, les Suns et les Bucks, ont les deux mascottes avec celle des Bulls les plus cool de NBA. On va commencer par Bango the Buck, mascotte de Milwaukee. Je trouve qu'elle a un flow énorme. Alors vous le voyez sur le maillot, vous le voyez aussi sur le pull derrière. J'adore cette mascotte. Elle a fait l'objet de pas mal de pubs à l'époque pour ESPN aussi. L'humour décalé américain dans toute sa splendeur. On le sait, il y a une culture des mascottes aux États-Unis avec des shows de mascottes, des matchs de mascottes, des combats de mascottes. Bango fait partie des très grandes. Mais la pub où il traverse la route. Je pense à cette pub-là, mais je sais pas si pour des raisons copyright j'ai le droit de la diffuser. J'ai pas envie de me faire strike. On sait que Twitch en ce moment strike à tout va. Je suis pas sûr d'avoir le droit de diffuser une pub américaine. Pour ceux qui cherchent, vous tapez ESPN Commercial Bucks. Vous allez sûrement la trouver. Voilà, humour loufoque. J'ai appris une petite anecdote sur Milwaukee parce on parle de comment des Bucks, donc les serfs de Milwaukee. À la base, le sondage qui avait été déterminé pour choisir le nom de l'équipe, ils auraient dû s'appeler les Rouges-Gorges de Milwaukee, les Robins de Milwaukee. Pour ceux qui ne sont pas calés en ornithologie, pardon, un rouge-gorge, si vous pouvez m'en faire, s'il vous plaît, un tout petit oiseau. Oui, c'est des tout petits oiseaux comme ça. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup moins de flow. On va pas se mentir. À la base, c'était sorti parce que c'est l'animal emblème du Wisconsin, donc l'État de Milwaukee. Et ils ont failli s'appeler les Robins de Milwaukee. Personnellement, je préfère le petit flow que dégagent les Bucks de Milwaukee. Il faut savoir aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des Atlanta Hawks qui sont en finale de conférence, les Hawks, avant de jouer à Atlanta, ont aussi joué du côté de Milwaukee pendant quelques saisons. Donc il y a pas mal de franchises comme ça qui ont voyagé entre les villes. On parlait de Bango the Buck, évidemment, on va parler de son pendant, Go, le gorille. Je trouve qu'il y a un flow chez ce gorille.
me dites pas qu'il n'y a pas de l'élégance. Voilà, dites-moi si vous êtes plus team Go ou team Bango, du coup. Personnellement, je préfère Bango quand même, mais je dois reconnaître que Go the Gorilla, il y a un côté iconique aussi. Et pour mettre tout le monde d'accord, évidemment, parce que je sais que Ibarus sera forcément d'accord avec moi, on va parler de la mascotte originale, Benny the Bull, la mascotte des Chicago Bulls, depuis 1969, vous voyez. Et mascotte la plus suivie sur les réseaux sociaux. Pour vous dire le niveau des mecs, c'est-à-dire que les Américains ont fait des comptes Instagram et des comptes Twitter pour chaque mascotte. Vous pouvez aller les follow, évidemment, si le cœur vous en dit. Quoi qu'il arrive, alors j'ai vu Barus qui dit j'aime bien le pull d'Aaron Milwaukee. Bon, je me la pète un petit peu pour la petite anecdote. Ça fait le lien avec Kareem Abdul-Jabbar. Ce pull de Milwaukee, j'ai eu la chance de le prendre l'année dernière du côté de Bercy, puisqu'il y avait le premier match de l'histoire de la saison régulière en NBA qui opposait les Charlotte de Nicolas Batum notamment à Milwaukee. Donc j'ai eu la chance de voir Milwaukee jouer en vrai du côté de Bercy, de voir un vrai match NBA en direct sur le terrain. Expérience grandiose. Ibarus était avec moi, donc je pense qu'il pourra aisément le confirmer. Une expérience assez incroyable. Et pour en revenir à Karim Abdul-Jabbar, il faisait partie des célébrités présentes. Et même s'il a, alors je crois qu'il a 74 ans, il me semble avoir vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il vient de faire ses 74 ans. Donc, évidemment, l'année dernière, il en avait 73. Je l'ai vu à 5 mètres de moi. Et ben, je peux vous dire qu'en termes d'élégance, en termes de prestance, en termes de charisme, on est à des niveaux stratosphériques. Vraiment, il est arrivé, c'est juste grandiose. Voilà, j'ai l'impression de voir, j'allais dire une icône, oui, mais 74 ans, le mec, il a un charisme assez incroyable. Et les 2,20 m te donnent une impression de te sentir vraiment tout, tout petit. J'ai beau faire 1,79 m, je suis pas le plus grand du monde, mais je tiens sur le sol quand même. J'ai vu Karim Jabbar passer à côté de moi. J'ai eu d'autres basketteurs, genre Tony Parker, qui pourtant n'est pas le plus grand. Déjà, je me sentais tout rikiki. Karim Abdul-Jabbar, c'est encore un autre délire. Il y avait lui, il y avait Dikembe Mutombo, entre autres, il y avait Robert Horry, je crois aussi. Que des grands noms du basket, évidemment. Karim Abdul-Jabbar est peut-être celui qui m'a le plus calmé, tellement il est géant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte d'aura autour de lui, c'est assez fou à croire. Donc voilà, tout ça pour dire que parfois un simple pile ou face choisit des destinées d'une équipe, choisit des destinées de certains joueurs. On sait qu'en plus à l'époque c'était compliqué de changer d'équipe. Euh, le Great Cali à Bercy rigole. Alors j'ai pas souvenir de l'avoir vu le Great Cali à Bercy, mais je pense que Karim Abdul-Jabbar peut aisément le regarder droit dans les yeux, ou du moins sans se faire un torticolis, ce qui n'est pas notre cas à nous, simples mortels. Tout ça pour dire donc que la destinée d'une équipe en NBA peut se jouer à pas grand chose. Il faut savoir que les Suns, à l'heure où on parle, n'ont jamais gagné le moindre titre. 52 ans d'existence, alors c'est pas un drame en soi, peut-être que ça va arriver cette année, on sait jamais, hein, je leur souhaite. Ce serait une juste récompense pour Chris Paul qui a souvent été décrié pour ses parcours en playoff. Et voilà, Phoenix, à l'heure où on parle, ils ont été une fois en finale de NBA dans les années 90, emmenés par Charles Barkley, grande légende du basket. Est-ce qu'on se fait un petit kiff sur Sir Charles? Allez, Charles Barkley, il est là, regardez. Bon, ils n'ont pas pris la photo où il sourit le plus. Charles Barkley, joueur aussi iconique des Suns, qui fait partie aussi d'un grand projet de cinéma, puisqu'il faisait partie de quelques joueurs dont le talent a été absorbé par les Monsters dans Space Jam. Et ouais. Ah ouais, on a les rêves qu'on mérite. Hein. Personnellement, ça a été grâce à ça que j'ai découvert le basket, donc je ne vais pas cracher sur Space Jam. Jamais je ne cracherai sur Space Jam. Voilà, Charles Barkley qui avait emmené à l'époque les Suns en finale de NBA, connu pour sa bonne humeur. Tout à fait, connu pour grand déconneur. Grand déconneur, grand trash talker. Vraiment un grand papa du jeu de ce sport qu'est le basket. Pour ceux qui veulent le découvrir, il y a une chaîne The Ball Never Lies que je ne peux que vous conseiller sur du basket. Ils ont fait un reportage sur Charles Barkley et c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas le basket, c'est que du velours.
Mais voilà, donc Charles Barkley à l'époque, qui avait été MVP, donc meilleur joueur de la saison, avait emmené les Suns en finale. Ils étaient tombés en 6 matchs, si ma mémoire est bonne, contre les Bulls d'un certain Michael Jordan, petit joueur très peu connu. Et après, ils n'ont jamais réussi à retourner en finale de NBA, malgré une période dorée dans les années 2000 avec Steve Nash et Amari Stoudemire, Boris Dio, Sean Marion, une équipe vraiment iconique par son style de jeu. Je pense qu'on fera un petit focus sur cette équipe-là parce qu'elle a été identitairement une des très grandes équipes de l'histoire du basket. En tout cas, pour ma génération, ça fait partie des équipes majeures. Et voilà. Je voulais faire ce petit point-là parce que ça connaît un petit peu avec l'actualité par rapport aux équipes, par rapport à la loterie qui s'est passée cette semaine. L'histoire me dira si, par exemple, des équipes comme Houston ou Orlando qui avaient des chances de drafter en 1, qui avaient des grosses chances de drafter en 1, vont réussir à corriger un peu le tir. Vous voyez, alors par exemple, on parlait d'Orlando, regardez, si on prend Orlando, ils étaient censés être dans les 3 premiers, ils n'ont pas eu de bol, par exemple, ils finissent 5e, vous voyez. Alors qu'à l'inverse, une équipe comme Cleveland qui définit drafté en 5e, en 4e ou 5e et monter à la 3e place. Comme quoi, la magie des boules de ping-pong, c'est toujours particulier. Alors, gros, t'as fait l'arbre de l'euro tout à l'heure, tu peux refaire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait un petit point euro pour ceux qui sont arrivés à la bourre. Voilà, vraiment des belles affiches. Donc je redis mes petits pronos quand même pour les trois du fond qui n'ont pas suivi. France, Espagne, Belgique, Italie, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Danemark. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a pas mal de pics en commun pour tous les amoureux de sport. Tout pareil à part l'Angleterre. Ah non, tu vois aussi la Belgique passer gros. C'est bon à savoir. Euh, L'Angleterre, je pense, en vrai, ils peuvent passer. L'Allemagne n'a pas été transcendante, mais je vois plus de solidité aussi. L'Espagne, peu de choc. J'y crois moyen, mais parce que la Croatie m'a pas du tout impressionné. Je les ai vraiment sentis compliqués. Voilà, la Croatie m'a laissé un petit peu sur ma faim. Et je pense que l'Espagne a peut-être trouvé des clés sur le dernier match, peut-être trouvé des verrous qui sera judicieux d'exploiter. Ça peut aller au péno en effet, ouais. T'as tout à fait raison, gros. Je pense qu'il y en aura une ou deux séries de pénaux sur ces huitièmes de finale. On sait que l'Angleterre et les séances de tir au but, ça n'a jamais été grandiose. Quoi qu'il arrive, évidemment, on se fera un petit débrief dans la semaine. Alors je sais qu'habitude le VSD, on le fait le lundi. Vu que ça va jouer le lundi et le mardi à 18h, je pense que ce serait pas judicieux de le faire. On se fera peut-être un petit débrief comme ça de l'actualité plutôt mercredi 18h. J'ai pas regardé le planning, j'ai pas regardé un petit peu les quarts de finale. C'est bon, ça jouera pas dans l'immédiat. On aura le temps de se faire un petit débrief mercredi au KLM. Quoi qu'il arrive, les amis, prenez soin de vous, profitez, régalez-vous ce week-end. Il y a pas mal de sports. Évidemment, il y a l'Euro, on l'a dit. Pour ceux qui veulent mettre un pied sur le basket et jeter un œil, il y aura de la NBA ce week-end. J'ai pas regardé, mais je pense que ça va jouer dimanche en prime time, 21h30 pour ceux qui veulent pas regarder de foot. Même si vous auriez tort, je peux comprendre. Je pense non plus que je crois que ce sera Belgique-Portugal, faites pas les camps, quand même. Et voilà, il y aura aussi de la NHL pour ceux qui veulent. Il y aura de la Formule 1 évidemment qu'on débriefera le Grand Prix de Styrie. On aura l'actualité à débriefer mercredi. Je vous dis rendez-vous mercredi du coup, vraisemblablement 18h pour faire un petit débrief de l'actu du week-end. On se donnera aussi rendez-vous évidemment vendredi à 18h pour refaire un petit point. J'essaierai de retrouver une petite histoire aussi comme ça à vous narrer sur le même ton. Quoi qu'il arrive, on aura de l'actu, on aura pas mal de choses à aborder. Je vous souhaite un bon week-end, le plus sportif, le plus ensoleillé possible. C'est pas gagné vu le temps qu'on a en ce moment du côté de la Haute-Savoie, ça change un peu, mais je vous souhaite où vous soyez d'avoir du beau temps, de profiter, aller boire un coup en terrasse. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, prenez soin de vous, à mercredi, ciao.